Il va remettre la frappe. Ils sont magnifiques, les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau débrief de la 11e journée de Ligue 1. Monaco qui se déplaçait à Strasbourg et qui s'est imposé 3-1, une victoire qui a tardé à se dessiner, mais voilà, Monaco s'est imposé, un doublé de Elias Bensigir et une réalisation de Georges Ilenikena pour mener Monaco à la victoire. Monaco qui est en plus désormais, qui passera la trêve à la deuxième place. Pour parler du match, je serai avec Patrice. Salut Pat. Salut à tous. Et du coup, petite régression, puisque la dernière trêve, on l'avait passé à la première place. Là, on l'a passé à la deuxième. J'allais le dire. J'ai vu ton regard, t'avais l'œil qui brillait, je sentais que tu voulais le placer. Mais voilà, donc c'est un petit peu la déception. Monaco qui est toujours du coup à 6 points du PSG. Alors quand même la bonne opération, évidemment, ça reste quand même de rester devant Marseille et effectivement de compter 3 points d'avance. Mais c'est vrai que ça pouvait être, en cas de défaite, on pouvait aussi tomber du podium. C'était pas... Alors, Lille a été tenu en échec, mais disons qu'au moment du match, c'était un scénario possible. Ouais, puis là, ça allait commencer à faire un enchaînement un peu compliqué quand même. T'arrivais à faire 4 matchs en victoire. Tout à fait, mais finalement la semaine qui se termine bien, donc avec cette victoire 3-1, donc c'est 2 victoires de suite avec Bologne. Donc c'est un bon enchaînement quand même pour l'instant. Et donc on verra maintenant après le retour de la trêve ce à quoi on va avoir droit. Allez, du coup, Strasbourg-Monaco, j'aime pas. Pat, à toi l'honneur. Ce que j'ai aimé, surtout, c'est cette victoire qu'on a un peu arrachée encore dans les dernières minutes. Du coup, on a inscrit 3 buts en 12 minutes, même si le match éternise, il y a énormément d'arrêts de jeu, mais c'est vraiment la fin du match qu'on a réussi à attraper et le match nul et puis ensuite la victoire. Exactement de la même façon qu'on l'a fait à Bologne. Donc voilà, c'est une bonne semaine où on allait chercher les résultats. Ça nous change un petit peu de saison dernière où c'est plutôt là où on les perdait, nos points. Donc c'est pas la première fois cette saison que ça se passe. Il y a 2 ans aussi. Oui. Mais voilà, cette saison on l'a fait quand même plusieurs fois. On allait chercher des points. Donc c'est... De mémoire, on n'a que contre Lens où on les a perdus dans les dernières secondes. Sinon, voilà, c'est plutôt nous qui poussons fortement sur les fins de match et qui allons récupérer les bons coups. Donc, tant mieux. Oui. Ce que j'ai pas aimé, c'est surtout notre première mi-temps qui est vraiment très très compliquée, je trouve, où on a du mal à se procurer des occasions. Le peu qu'on a, on les gâche complètement. On va pouvoir en reparler parce que vraiment des problèmes de finition dans cette équipe. On sent qu'il manque vraiment quelqu'un qui est là pour ce job-là, un finisseur. J'ai trouvé qu'on avait vraiment du mal à construire pour s'amener les occasions. On fait tourner le ballon, parce qu'on a encore la possession, même si on est à l'extérieur. On a l'impression qu'il manque toujours le dernier geste pour frapper. On n'a jamais cette frappe quasiment, on fait énormément tourner le ballon, même dans la surface. On essaye toujours de faire les petites passes, les petits mouvements, Et je trouve qu'on tente pas assez, même ne serait-ce que des frappes de loin, des frappes un peu lourdes qui pourraient amener du danger, parce que même si elles sont contrées et tout, elles peuvent amener des bonnes situations. Je sais pas, j'ai cette impression qu'on cherche toujours la position parfaite pour faire la frappe et qu'on tente pas assez. Et du coup, j'ai vraiment cru jusqu'à la fin du match ça allait se passer comme ça et qu'on allait perdre bêtement ce match en ayant le match en main, en ayant un adversaire qui est pas si non plus compliqué à prendre que ça. Et du coup, tu t'es pas dit, tiens, j'ai mon dimanche, je vais aller regarder les stats et je vais voir si cette impression est corroborée par les chiffres, non? Tu peux toujours le faire, ceci dit. Non, si, j'ai bien vu les stats. Demain, c'est férié, tu peux. C'est la deuxième mi-temps qui explose tout. Je parle principalement de cette première mi-temps, et c'est sur la fin c'est sur la deuxième mi-temps après qu'on fait énormément de frappes. Mais la première mi-temps, on fait à peine 6 frappes de mémoire. C'est la deuxième, où de toute façon, tu regardes les stats de la première et de la deuxième. Clairement, la première, on doit perdre. Après, 10 frappes, c'est pas mal. 6 frappes. 6, oui. 6 et 13 en deuxième de mémoire.
Bon, après, ça dépend des positions, mais 6... Enfin, je préfère après... Après, ça dépend, parce que tu vois, si tu dis 6 frappes, c'est toujours pareil, ça dépend des zones d'où tu frappes. Si tu frappes de zones qui sont potentiellement plus dangereuses, qui sont celles qui font augmenter aussi les expected goals, donc qui permettent de montrer le degré de dangerosité d'un tir, à la limite, je préfère qu'on en ait 6 bonnes que 15 parce qu'on a tenté notre chance à chaque fois de 20 mètres parce qu'on n'arrivait pas à se rapprocher, tu vois. Ça peut aussi être... Sur les 6, je crois que j'en ai que 2 qui sont vraiment intéressantes. Hein. Après, il n'y en a pas beaucoup aussi. Hein. Ouais. Voilà. Bon, très bien. Alors, quant à moi, un petit j'aime rapide. J'aime le match de Ben Seguir à partir de la 70e et je n'aime pas le match de Ben Seguir jusqu'à la 70e. Voilà. Non, c'était rapide. Non, plutôt plus sérieusement, pour pas s'en développer, mais on en parlera un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que ce que j'ai aimé, c'est quand même sa capacité de réaction, voilà, de se remettre aussi dans le match, alors que c'est vrai que tout le monde, et même moi, au bout d'un moment, j'étais en train de me dire, bon, ça y est, là, maintenant, il faut sortir le garçon, quoi, mais c'est pas possible, parce qu'il ratait tout. Alors, il y a énormément de ratés dans le jeu, mais même les occasions, parce que jusqu'à la 70e, je crois qu'il en a une à la 73e, juste avant l'occasion qui amène le penalty, il en a une juste avant, qui est contrée. Et là, tu dis, bon, même quand il fait les choses bien, parce qu'en plus, cette action, c'est lui aussi qui l'initie au départ, même quand il fait les choses bien, tu te dis, bon, visiblement, ça veut pas, quoi, aujourd'hui pour lui. Donc, mais bon, voilà, heureusement, Adi Hutter n'écoute pas les supporters pendant le match. Je pense que sinon, il aurait sorti à la mi-temps. La question, ça aurait été... mais remplacé par qui, quoi. Voilà. mais voilà, en tout cas, c'était sympa de voir que c'est un garçon qui a de la ressource, qui a du caractère, et même si les 3/4, les 2/3 de son match est mauvais, il a réussi quand même à renverser la situation et à mener aussi Monaco vers la victoire, très clairement. On peut dire qu'il a fait une volante. C'est-à-dire qu'il sauve son match parce qu'il a mis un but ou une passe décisive. Ouais, pourquoi pas. C'est ce qu'on lui reprochait à Volland. Ah ouais, après, c'est pas le... Après, Volland pouvait faire aussi de bons matchs, mais... Oui, bien sûr. C'est plus sur les dernières années, enfin les 2 dernières années, du coup, où il est quand même, c'est vrai, un peu plus transparent. Et bon, les dernières années, il n'y a pas eu beaucoup de buts, hein, ceci dit, avec lui. C'était un peu... Bon, c'est un peu mal terminé, mais bon. Alors, on va parler un petit peu de cette rencontre d'abord. Donc tu l'as dit, Pat, une première période assez difficile. Je ne les ai pas trouvés, pas dans le match finalement, en première mi-temps. Certes, c'était mieux en seconde, mais en première, en tout cas, on avait senti qu'il y avait quand même une équipe concernée au moins. C'était déjà ça dans les intentions, dans l'envie. On n'a pas vu une équipe de Monaco qui allait se laisser faire complètement par Strasbourg au début du match, quoi. Ah non, parce qu'on aligne pour moi l'équipe type. De toute façon, je vois pas ce qu'on aurait pu faire de mieux sur la compo. Et derrière, Ah putain, attends, j'ai oublié de parler de la compo. C'est pour ça que je bascule dessus. Ah ouais, vas-y. Pour moi, il n'y a vraiment aucune surprise sur la compo. Du moment qu'on apprend dans le groupe que Zakaria n'est pas disponible. Et Golovin. Et Golovin, voilà. Donc il n'y a aucune surprise. De toute façon, tu peux rien faire d'autre quasiment, quoi. Tu sens bien qu'il va pas tenter de mettre 2 attaquants sur ce match-là et pour avoir un milieu offensif sur le banc. T'as même pas à Boisbré pour dire qu'on fait une rotation ou quoi que ce soit. C'est plutôt étonnant de pas avoir vu Boisbré sur ce match-là, parce qu'a priori, dans le profil, c'est peut-être un joueur qui... Enfin, en tout cas, c'est un joueur qui peut évoluer dans ses postes préférentiels au même poste que Golovin, surtout qu'il a joué 10 minutes contre Angers, donc il était dans les groupes, dans les 4 derniers groupes, et c'est vrai que d'un seul coup, il n'y est pas. Alors, est-ce qu'il y a une raison en particulier? Est-ce que c'était un problème, une blessure, ou enfin, tu vois, quelque chose qui, sachant que il va pas forcément être dans le communiqué médical, vu que c'est pas un joueur encore qui s'est vraiment imposé encore dans le groupe. Mais oui, c'était assez surprenant. Surtout que Michel, lui, y était. Donc, ouais. Et après, même si Salissou était dans le groupe, on se doutait bien qu'il allait pas le relancer comme ça, juste un match avant la trêve, sachant qu'il n'est pas appelé en sélection. En plus, voilà, c'était vraiment prendre des risques pour rien du tout, pour qu'il se replace. Donc non, pour moi, la petite interrogation, ça aurait pu être une rotation sur le poste d'attaque, à la rigueur, avec Kylian Ekina qui débuterait le match, mais bon, ça fait un moment que quand même Brel Mbolo est vraiment le titulaire, et que, au pire des cas, c'est une attaque à 2 qui a été
utilisé. Ouais. Et on avait aussi dans le 11 le retour de Caio Henrique, hein, qui n'avait pas été titularisé du coup contre Bologne. Le retour aussi donc de Minamino. Mais c'est vrai que oui, alors, moi je me suis dit peut-être tu joues Strasbourg, peut-être qu'il peut aussi conforter Mawissa par exemple sur ce match-là ou à ce poste de latéral gauche, ou bien mettre Ouattara. Mais bon, très clairement Ouattara aujourd'hui il a l'air assez loin dans l'équation. Mais voilà, donc Caio Henrique aussi qui était de retour en face, un 3-4-3 strasbourgeois qui était aussi attendu. Pas d'énormes surprises sur la composition, en tout cas c'était celle qui était annoncée dans les médias. Ouais. Le style Rosseignor d'ailleurs qui est quand même assez définissable. On l'a vu, hein, c'était une équipe qui était en place hein, quand même, mine de rien, et qui a contribué, donc pour reprendre ce que je disais quand j'ai voulu lancer sur le match, une équipe qui a pas mal quadrillé le terrain et qui nous a un petit peu aussi rendu le match difficile en première période, par ce quadrillage, par ce blocage qu'il y avait dans l'axe. Ouais, parce que même si on prend le match en main, tu vois, on ne sent pas une fatigue de la part de nos joueurs, où on laisse le jeu à l'adversaire et on subit un petit peu. Vraiment là, comme par habitude, quand on va prendre le match en main, on va prendre le ballon, on va le faire circuler, on va chercher à aller créer nos occasions, mais du coup, on a énormément de mal, je trouve, à trouver des solutions. Comme tu le dis, ils sont vraiment très très bien en place, ils défendent très très bien, ça coulisse très bien, même quand tu essayes de tourner à droite, à gauche, quoi que ce soit. Et à chaque fois que tu perds le ballon, ça va très très vite derrière pour se projeter, pour vite se mettre en situation. Et on va se le gâcher, quoi. Je trouve que sur la première mi-temps, c'est eux qui ont eu le plus d'occasions et de situations dangereuses. Alors, après, attention, parce qu'ils ont aussi des situations où ils sont hors jeu, donc techniquement, ils ne sont pas comptés. Ouais, mais là où j'ai remarqué surtout, où ils nous ont mis en difficulté, alors ils ont la chance, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à les reprendre, c'est les coups francs. Où on avait une ligne de 4 qui souvent qui bougeait ensemble, qui avançait ensemble et en fait qui était difficile à marquer. Il n'y avait pas de marquage individuel. Alors on sait que Rosseignor, lui par contre, lui derrière c'est un marquage individuel, mais du coup nous on avait vraiment du mal à les marquer, et c'est vrai qu'il y a plusieurs ballons qui sont passés assez proches de notre but, qui n'ont pas été repris par leurs joueurs, mais voilà, il y a eu 2 petites frayeurs quand même sur ces phases de jeu là, donc c'était intéressant à voir comment on pouvait être mis en difficulté dans ces situations, donc c'est bien, parce que je pense que ça pourra donner du travail aussi à Hutter pour régler certaines choses sur les coups francs défensifs. Maintenant, voilà, il y a quand même la première occasion de Strasbourg, la première frappe cadrée, elle intervient à la 15e minute avec Mara qui frappe, mais qui n'est pas dangereux, puisque c'est dans les gants dans la niche hein, de Maïechki, mais c'est juste après qu'il y a la première grosse occasion monégasque, et donc Mbolo, un énorme raté, interdit. Puis là, il part tout seul, quoi. Il se l'emmène bien, il est pas hors jeu. Lancé par Minamino. Ouais, qui fait un très bon qui passe à Minamino et qui le lance tout de suite. Et du coup, il est pas hors jeu. Il est même pas embêté par le défenseur il arrive très rapidement à le lâcher, quoi. Donc, il est vraiment face à face. Petrovic joue bien le coup, qu'il sort pas. Parce que dans ma tête, je me disais, la Ben Yedder, ces petites balles piquées. Mais en fait, non, parce que Petrovic, il sort pas. En fait, il reste vraiment bien. Sur les appuis et tout, il laisse pas la possibilité de faire un ballon piqué, donc il faut croiser ta frappe, quoi, sur un des 2 poteaux, quoi, et il choisit la solution de frapper sur le gardien. Voilà. Non. Ouais. Donc première grosse munition gâchée, et j'ai envie de dire finalement c'est un peu là que la première mi-temps tourne aussi, hein. Parce que derrière c'est quand même globalement ça va être beaucoup plus à l'avantage des Strasbourgeois, comme tu disais. Il y a encore une situation d'Embolo où il fait encore ce petit contrôle orienté, un peu contrôle roulette, tu sais, et il a une frappe contrée, mais voilà, derrière c'est Strasbourg qui reprend un peu le dessus, un peu ragaillardi, et nous peut-être un peu, je vais pas dire sonné, mais peut-être un peu on accuse un peu le coup aussi par rapport à cette occasion une vraie grosse occasion de but ratée, quoi. Après, c'est la seule grosse erreur que fait la défense strasbourgeoise sur cette première mi-temps, quoi. Là, clairement, c'est eux qui font une erreur de positionnement. Ils perdent le ballon quand Ben Sekar arrive à le récupérer. On se projette très très vite pour
pour propulser Mbolo en 1 contre 1, quoi. Mais sinon, on n'a jamais eu ce type de. Toi, c'est vraiment. Là, Strasbourg nous l'offre, quoi, cette situation-là, quoi. C'est pour ça que sur le reste du match, quoi, cette première mi-temps, on avait du mal à retrouver de grosses occasions comme ça, quoi. Ouais. Donc, du coup, on est monté de plus en plus haut et on s'est fait de plus en plus prendre en contre. Ouais, bah jusqu'au but, hein, le but de Désiré Doué. Alors là, il y a un enchaînement de petites erreurs, un repli défensif mal assuré par Caillot, un manque d'engagement aussi de la part de Ben Seguir sur une tête défensive pour potentiellement dégager le ballon, et puis une mauvaise lecture aussi de Maeshki, qui ne couvre pas le premier poteau, qui attend un centre et voilà, qui nous prend un but. Alors je pense pas que ce soit une mauvaise lecture de sa part. C'est plus une erreur, je pense, parce que c'est pas la première fois qu'on le voit faire ça. Pour moi, il anticipe toujours le centre et il se décale toujours, quoi. C'est pas la première fois qu'on le voit, et souvent les commentateurs disent au génie parce que du coup il a bondi sur le centre et qu'il l'a capté, quoi. On savait très bien qu'un jour ça allait aller dans l'autre sens, quoi. Et du coup là il est pas assez réactif pour aller chercher la balle qui est très très bien placée là. Oui, elle est forte en plus. Il y a un trou de souris, il l'a mis dedans, quoi. Mais ouais, clairement là, il est sur la faute, il doit fermer son angle, même si c'est vrai que c'est bien de pouvoir aussi intercepter les centres, quoi. Ta mission première, c'est quand même d'éviter qu'on prenne le but sur une frappe. Non, c'est vrai que c'est bon. Non, mais c'est une erreur. Hein, après, encore une fois, l'erreur, elle vient d'une mauvaise appréciation de la situation. Alors après qu'elle se répète, cette situation, c'est autre chose. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire pour aussi justement éviter que ça n'arrive trop souvent. Donc voilà, si c'est un axe sur lequel il doit progresser, je pense que quelque part c'est peut-être aussi un mal pour un bien, pour en prendre un peu plus conscience et pouvoir justement avancer dessus. Après il y a une autre situation, alors quand je dis justement il y a des situations de hors-jeu, il y en a une aussi un petit peu plus tard avec Mara qui rate le cadre. Quand il fait sa reprise de volée. Ouais, mais il est lancé. Il est hors jeu du coup sur cette. Il est hors jeu sur cette situation. Mais là aussi, tu vois, il y a un petit souci là pour le coup de Maeshki, je trouve, c'est que il y a un peu trop de distance entre lui et ses défenseurs et de fait, quand il y a un ballon qui passe dans le dos de la défense comme celui qui est envoyé à Mara, il n'est pas en mesure d'intervenir, donc il est sur le reculoir et franchement. Je pense que si Mara cadre, alors il y a hors-jeu, mais si Mara cadre, je suis pas certain qu'il soit capable d'intervenir et d'arrêter le ballon, de faire un arrêt, quoi. Et voilà. Donc là aussi, il y a une question de lecture de la profondeur, de l'espace qui est un peu déficiente, très probablement. Après, on est sur une perte de balle de notre côté, quoi, sur cette action. Après, c'est plus tard, soit quand c'est Camara, non, je crois que c'est là qu'on perd, parce que du coup, ça expliquerait qu'il soit pas non plus en position. Non, là, celle-là, c'est celle de Bakwa. C'est un peu plus tard, et effectivement, c'est à la fin de la mi-temps. Mais ouais. Et donc, il y a cette autre situation, effectivement, à mettre au crédit des Strasbourgeois. Nous, l'autre qu'on peut mettre, c'est celle d'Embolo, encore une, à la 40e. Qui une reprise nonchalante. Voilà. Non, c'est pas trop ce qu'il a voulu faire. Il a frappé pour frapper. Donc bon. Et on peut dire que Ben Seguir rate quasiment tout ce qu'il entreprend, que chaque fois qu'il tente de partir en dribble, en soliste, quoi, il perd les ballons, quoi, où il fait la mauvaise passe, ou il n'est pas dans le bon tempo avec ses coéquipiers, quoi. Et sa première mi-temps est vraiment très compliquée, quoi. Ouais, elle est horrible. Donc mi-temps, 2 changements effectués, Mbolo et Caio Henrique qui sortent. Donc on en reviendra parce qu'évidemment ça fait partie des flops de ce match. Hein. On en reparlera. Mawissa qui rentre, donc qui retrouve le poste de latéral gauche après sa pige là-dessus à ce poste-là contre Bologne, et Ileni Kena aussi à la place d'Embolo. Ben Seguir par contre lui reste en place parce qu'en même temps, comme tu l'as dit, il n'y a pas 50 000 options pour remplacer. C'était le seul truc. Voilà. Et il a noté aussi un changement d'arbitre à la 55e, 50e, 55e. Ça prend du temps aussi, parce que avec tous les micros, les appareils, tout le barda, ça prend 5 bonnes minutes au moins pour changer. Alors d'après certains, le match a changé à partir de là.
Pour les Strasbourgeois, le match a tourné Mais, à la faveur de Monaco, parce qu'il a tout pour... sifflé pour Monaco et contre Strasbourg. Mais tu me diras que pour les Monégasques, ça a aussi changé parce qu'avant, il avait tout sifflé contre les Monégasques et là, il a sifflé de manière objective et neutre. Voilà. Voilà. Bon, après, je trouve pas que il nous a fait un mauvais arbitrage non plus. Quoi. Moi, je trouve cohérent, que, quoi. voilà, je trouvais que l'arbitrage de Sheppy était bien. Enfin, je veux dire, il a quand même. Singo n'a pas pris de jaune. Hein. Il a quand même. Je veux dire, en première période, il fait 2 fautes. Ou peut-être même 3, enfin il lui dit à un moment donné, donc il lui avait pas mis de jaune, donc il a été aussi un peu patient, mine de rien. Là, c'était pas comme j'ai lu une faute, un jaune, enfin c'est n'importe quoi, ça faut arrêter. Donc voilà. En tout cas, il y a eu un changement d'arbitre, c'est aussi un autre fait notable de cette c'est pas courant. De cette seconde période, c'est vrai. On a, donc, comme on disait, on a finalement pas grand-chose jusqu'à la 70e. On a une frappe de Vanderson à la 58e, un coup franc direct de Camara qui passe pas trop loin à la 60e. Et puis, ce que je disais un petit peu au début, j'aime pas, notamment parce qu'il y a un déclic qui se produit, qui s'opère aussi en partie chez Ben Seguir. C'est pas le seul, évidemment, mais c'est aussi sans doute un détonateur. Monaco commence à partir vraiment de la 70e à beaucoup mieux contrôler le match, beaucoup mieux contrôler, en tout cas beaucoup à se montrer plus dangereux offensivement, parce que le contrôle, il y était. On pourra en reparler aussi, hein, mais c'est vrai que Strasbourg n'a aucune occasion en deuxième période. Non, deuxième mi-temps, on les voit plus du tout. Et d'ailleurs, je me demandais sur Ben Seguir, quand est-ce qu'intervient son changement de position ? C'est à la mi-temps qui passe au centre et qu'il a. Voilà. C'est ça. Et je trouve que c'est ça qui change beaucoup de choses aussi. Oui, parce qu'on le voit beaucoup plus et qu'il porte plus le ballon et il le porte mieux que. Peut-être qu'après son vis-à-vis, il n'arrivait pas à le passer tout simplement. Hein. Peut-être que c'était plus simple. Je sais pas. Mais en tout cas, ou peut-être parce qu'il a la possibilité de redescendre plus sur le terrain, de pouvoir plus aider à la construction, aider plus les milieux, quoi. Mais en tout cas, les changements qu'a fait Hutter, que ce soit les deux entrées plus ce changement-là, a vraiment aidé l'équipe. Même si ça met un peu de temps à se mettre en place, avec les premiers quarts d'heure, il se passe quand même pas grand-chose, c'est très, très mou. On a le contrôle du ballon, mais on se crée aucune occasion. Et du coup, vu qu'on n'est pas dangereux, Strasbourg n'en a pas en contre-attaque. Ouais. Et du coup, on arrive du coup à la double occasion de Ben Seguir. Ils ont juste un centre assez dangereux de Doué à la 53e. Donc je crois que c'est juste avant que le changement d'arbitre se fasse. Et Majewski intervient et coupe le centre. Repousse le centre. Mais c'est vrai qu'effectivement, sinon, ils ont aucune frappe, je crois, en seconde période. Donc c'est assez... Là, pour le coup, il y a un gros travail collectif qui est fait, alors par la maîtrise du ballon, mais aussi par le travail qui est fait à la récupération, ou par les deux, je pense notamment surtout aux deux centraux, Singo et Kerrer, qui ont été vraiment très bons en seconde période. Donc voilà. Et puis, comme tu dis, il y a ce changement de position de Ben Seguir. Alors du coup, il y a aussi plus de... C'est un peu plus écarté. C'est vrai qu'on disait ça tente beaucoup de passer par le centre en première période. C'est un peu l'entonnoir, c'est trop dense. On a même nos joueurs qui se marchent un peu sur les pieds. Et c'est pas la première fois qu'on voyait ça, notamment avec Liuch et Ben Seguir, qui ont, sur un autre match, je sais plus lequel, mais je me rappelle, on en avait parlé justement, le fait qu'ils avaient peut-être tendance à se gêner. C'est quelque chose qui s'était reproduit. Là, voilà, il y a eu un peu plus de... En deuxième période, ça a été un peu revu et corrigé, même à Cluj d'ailleurs, qui est plutôt à droite et qui là se retrouvait assez régulièrement même sur la gauche. Donc ça bougeait quand même, mais c'était beaucoup plus fluide, les mouvements et les croisements entre les joueurs. Est-ce que du coup l'apport de Mawissa, c'est pas justement d'être beaucoup moins offensif que Caillot et du coup de libérer un peu de place peut-être pendant le milieu offensif? Du coup, on se marchait moins dessus, parce que tu vois que Caillou, en phase offensif, il est au même niveau que Ben Seguir, quoi. Oui, c'est vrai que on a des latéraux qui sont très hauts, et puis après, c'est vrai qu'il était très haut, mais il n'était pas non plus beaucoup servi, Caillou. Enfin, on pourra en reparler, parce que sa prestation, elle n'est pas bonne, et il y a aussi... alors, je sais pas, du coup, est-ce qu'il a vraiment gêné, mais en tout cas, l'entente, elle n'était pas folichonne. Mais ça peut être aussi une piste d'avoir un joueur un peu plus en retrait, on va dire. Donc voilà.
Donc 70e, c'est là qu'on commence à avoir vraiment les situations. Une première situation par Ben Seguir à la 73e. Le ballon est contré par Doucouré. Et la 75e, sur le centre d'Akliouche, la reprise de Ben Seguir qui est repoussée de la main. Et là, pour le coup, elle est très volontaire, vraiment. C'est la main de Moreira, ancien Lyonnais d'ailleurs. Et donc là, c'est penalty indiscutable. Alors, la question, pourquoi est-ce que Moreira prend pas rouge, par exemple? J'avoue que je sais pas exactement dans les règles si il doit prendre rouge, mais est-ce qu'on peut supposer que le gardien derrière Petrovic peut potentiellement repousser le ballon? Moi, j'ai l'impression que s'il n'y a pas Moreira, Petrovic là. C'est mon... moi, sur le screen que j'ai pris pour faire voir la main, tu vois vraiment le gardien, il est juste derrière, quoi. Voilà, c'est ça. Après, t'as pas vraiment l'angle de la caméra où le ballon part, mais... a priori, quand tu vois la trajectoire du ballon, ça semble être dans les gants du gardien. Mais en tout cas, l'erreur, elle est très manifeste. Autant on se plaint souvent des mains qui sont sifflées un peu on va dire à tort et à travers, selon nous, parce que franchement... mais là, c'est vrai que la question de la... j'ai oublié le mot, comment on dit, de l'intentionnalité, pardon. Là, franchement, elle fait vraiment aucun doute. Il y a vraiment le hop. Donc, ça, c'est bien une main aussi claire et nette. Je pense que si la VAR l'appelle pour les vérifier, c'est pas pour vérifier s'il y a pénalty. Hein. Je pense que c'est clair pour tout le monde, quoi. Il siffle pas au début. Hein. Il n'y a pas de la gauche dans le camion, donc ça devait aller. Je pense plutôt qu'il l'appelle, c'est pour justement pour le carton rouge, pour voir qu'il donne. Parce que je pense, c'est assez litigieux. Mais je crois qu'il siffle pas. Hein, on est d'accord. Il siffle pas le penalty, donc il non, relaisse jouer et tout le monde se plaint. Il laisse jouer. C'est le moment où moi je dis c'est bon, ça va se finir à 1-0. Ça faisait 2 grosses occasions qu'on ratait encore. J'y croyais plus, quoi. Et du coup, c'est juste après ça que la VAR le rappelle. Parce que clairement, c'est la VAR qui l'appelle, parce qu'on le voit qu'il arrête une action en plein milieu et il met la main à l'oreille. Et donc, penalty transformé vers Ben Seguir. Donc bien joué, parce que franchement, il est bien tiré. Il est pas simple, mine de rien. Le gardien plonge bien. Le gardien se détend bien, tout à fait. Et elle est vraiment pas prenable, celle-là. Mais du coup... c'est là qu'on voit aussi, comme je disais, la force de caractère de Ben Seguir, parce que quand même, après un match pourri comme ça, être capable de renverser les choses et de switcher, d'effacer un peu tout ce qui s'est passé pour marquer ce penalty, quand même, il faut quand même un peu de mental. Donc, il ne faut pas qu'il se rate. Non, ah ouais, non, clairement. Surtout qu'apparemment, la veille, face à Liénard, à l'entraînement, il en a raté quelques-uns. Donc, ça lui aurait peut-être pas donné confiance, quoi. Mais donc voilà, donc c'est bien ça, et ça relance totalement le match, du coup. Une autre occasion pour Kerrer à la 81e, qui reprend un coup franc et qui est repoussé donc par Petrovic. Et ensuite, quelques minutes plus tard, le deuxième but, et là, Pat, un modèle de transition. Alors, magnifique. On récupère le ballon dans notre surface, quasiment au point de corner du côté de Vanderson, qui remonte le ballon vers le centre pour esquiver un peu du coup le pressing qu'il a, quoi. Et du coup, il voit Akliouche qui lui fait l'appel sur le côté opposé. Il fait une énorme transversale qui est en parfaite pour Akliouche. Du gauche, hein, en plus. Ça qui est beau. Et du coup, Akliouche poursuit centre. Et du coup, sur le point de centre, on a Minamino, Ben Seguir et Likena qui sont déjà tous là. Il n'y a pas beaucoup de monde au niveau de la défense. On les a quand même bien pris en contre-attaque. Et Likena laisse passer le ballon, quoi. Fait un faux appel qui est très bien, ce qui permet du coup après à Ben Seguir du coup de pouvoir reprendre le ballon tranquillement. Ouais. Donc là, on est à la 89e. Ça y est, Monaco a renversé la tendance avec un doublé de Ben Seguir. Ça rappellerait le match contre Auxerre, hein, son premier, où on est à 2-1, mené 2-1, je crois. Il rentre. 2-2 et fait et 3-2. Un magnifique but. Voilà. Et c'est son premier doublé depuis ce match-là. Donc, voilà. Il aurait même pu s'offrir un petit triplé. Mais Mediata a préféré la jouer un peu égoïstement.
Mais avant ça, on a quand même fait le break avec Ileni Kena. Donc c'est sur le coup d'envoi. Hein. On est à la 89e, le but, le temps que la remise en jeu, la reprise du jeu s'effectue, etc. On est à la 91e. Et là, le Strasbourgeois, ils y étaient plus très clairement. Ça a été le coup de bambou à ce moment-là, ce deuxième but. Passivité totale de la défense, perte de balle, donc c'est Seydou Sow, je crois, si je dis pas de bêtises, qui est plus dans le coup. Enfin, clairement, il y a une démission totale de la part des Strasbourgeois sur ces dernières minutes. Il n'avait pas entendu que ça avait repris. Ouais, peut-être. Et donc Ileni Kena qui lui qui se pose pas de questions, donc qui prend le ballon, gros pressing pour récupérer le ballon et ils foncent au but. Le geste n'est pas parfait parce que Petrovic le touche quand même, mine de rien. Mais contrairement à Mbolo, lui au moins ça finit au fond. Bah, au moins, il n'est pas sur le gardien, quoi. Au moins, il est bien placé au moins sur un des côtés. Après, c'est vrai que ça frappe pas super forte. Mais bon, voilà. Ça a le mérite d'être assez rapidement fait. Et donc, du coup, pas permettre au gardien de la sortir. Et puis, on se met clairement à l'abri parce qu'on sait que derrière, il nous reste encore 10 minutes à jouer de temps supplémentaire. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que 10 minutes, puisque donc on rappelle le check de la VAR qui a quand même pris 2-3 minutes au final pour le penalty et le changement de l'arbitre qui a duré 4-5 minutes, je pense. Si on compte les changements, 9 minutes, c'est pas. Ça aurait pu peut-être pu faire plus. Le déménagement de Singo qui déménage des joueurs adverses. Aussi, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que. Ouais, donc finalement, 9 minutes, 10, c'est pas mal payé parce que ça aurait pu faire 15, très honnêtement, en temps effectif. Mais voilà, donc du coup, victoire monégasque, c'est pas une victoire volée, parce que c'est vrai que si on regarde les statistiques, en tout cas sur la deuxième période, la domination, elle est claire et nette. Non, c'est en première mi-temps où clairement, Strasbourg mérite d'être devant à la mi-temps, quoi. Ils ont plus d'occasions que nous. Ouais. Après, j'ai envie de te dire, encore une fois, si Mbolo et on est devant, il n'y a pas de scandale. Enfin, on aurait mérité de l'être à ce moment du match aussi, quoi. Mais ouais, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, cette victoire monégasque, elle est méritée, à défaut d'être totalement emballante, séduisante. En tout cas, elle est logique au vu de la domination, tout particulièrement en deuxième période. Alors, on va enchaîner du coup, parce que c'est vrai qu'on a pas mal aussi parlé déjà de performances individuelles, donc on va enchaîner un petit peu les top flops, comme quoi on écoute aussi dans les commentaires certaines recommandations. Donc le débat, on débattra un petit peu sur Magassa, donc ce qui fera aussi un pendant un petit peu sur les top flops. En top, du coup, on a forcément le cas Ben Seguir, mais c'est un cas tout à fait paradoxal, particulier, parce que, comme je le disais, 70 minutes de rien, pas de rien, de raté, et 20 minutes où ça devient le sauveur de l'équipe, tout simplement. Vraiment deux visages, quoi, sur Ben Seguir, quoi. S'il y a Golovin qui est sur le banc, oui. Je pense qu'il sort à la mi-temps. C'est vrai. S'il sort pas à la mi-temps, il sort au moins à la 70e. Et donc on perd le match, c'est ça qui est fou. Parce que clairement, entre son erreur sur le but, le fait qu'il réussisse rien sur la première mi-temps, c'est très compliqué. Et du coup, son repositionnement lui fait déjà du bien. Et du coup, sur cette fin de match, elle a le mérite de faire ce qu'il faut, quoi. Il a deux belles frappes, une contrée et une qui finit au fond. Ouais, l'enchaînement est rapide aussi sur son deuxième but. Ouais, donc from flop to top, real quick. Ouais. Donc voilà, on a déjà pas mal parlé de Ben Seguir, le caractère, etc. Donc c'est bien. On a appris que Kerrer l'a un petit peu, il hésitait un peu à l'engueuler, mais pas méchamment, mais voilà, à la mi-temps. Donc voilà, il s'est fait aussi un petit peu tirer les oreilles aussi. Donc ça a porté ses fruits. Il s'est remis dans le bon sens. Donc tant mieux, et c'est bien. Du coup, ça montre aussi une chose, c'est que c'est un garçon qui est à l'écoute. Donc c'est qu'il y a la bonne mentalité quelque part aussi, quoi, parce qu'il est capable d'un mauvais match de se remettre aussi dans le bon sens et d'être conscient des attentes aussi qu'ont ses partenaires. Donc c'est quand même un point positif. Dans les autres tops, on avait Marnès Akliouche. Ouais. Je trouve qu'encore une fois, c'est un très bon match de sa part. Il ne déçoit pas.
Il fait toujours de bons matchs, rarement extraordinaires comme il a pu l'être contre le Barça, par exemple, où clairement il est au-dessus du lot, quoi. Mais au moins, chaque match, quoi, c'est très compliqué de lui trouver des mauvais matchs, je trouve, cette saison. Il a énormément progressé sur ce côté-ci. Il est beaucoup plus régulier. C'est un peu son défaut, je trouvais, la saison précédente. Très bon dans le jeu, dans la construction, même forcément dès qu'il peut jouer avec Ben Seguir, c'est vrai qu'il se trouve très très facilement. Donc non, j'aime bien. Je trouve que c'est régulièrement lui aussi qui est un des plus dangereux quand il a le ballon, quoi. Moi, j'ai envie de mentionner la charnière Singo-Kerrer aussi, que j'ai beaucoup aimé sur ce match. Particulièrement aussi Kerrer, très bonnes interventions défensive en première période en particulier, aussi en seconde bien sûr, mais voilà, solide dans le duel. Singo aussi. Bon, Singo, j'aurais aimé qu'il aille un petit peu quand même il a fait quand même, il a envoyé un mec dans le décor sur un cadreur. C'est vrai que sans chouiner comme comme Christophe Josse tout le long du match, c'est vrai que c'est bon, il lui a donné un maillot à la fin. Voilà. Il lui a donné un maillot, j'ai pas vu. A priori, oui. A priori, bon, écoute, tant mieux alors. C'est vrai que sur le coup, le fait de pas forcément au moins aller il voir. Il surtout éviter le jaune. Oui, bien sûr, mais au moins si d'aller. Je vais pas rester dans le parage. Ouais, tu sais, je pense que qu'il y soit pas, il aurait quand même pris. Ça, je pense que ça aurait rien changé, mais bon, là, c'est vrai que c'est enquérir un peu juste des nouvelles sur un mec, ça aurait pas été trop. Bon, tant mieux s'il a quand même fait un petit geste à la fin du match. Du coup, je l'ai pas vu, donc. J'ai rien dit, si c'est le cas. Mais en tout cas, la charnière qui a été vraiment solide, qui a vraiment fait un bon match, que ce soit au ballon récupéré, etc. Puis je pense que la solidité de la seconde période aussi, elle est venue beaucoup d'eux. Donc vraiment un gros match de leur part. Est-ce que tu avais envie de mentionner d'autres tops ? Ouais, puis on peut parler de Ilikena. Même si c'est un peu comme Ben Seguir, si tu enlèves ses actions sur les 2 buts, il n'y a pas grand-chose à dire quand même. Mais bon, il a le mérite d'être là sur les 2 buts. Il fait le très bon pressing pour récupérer le ballon dès l'engagement, pour aller du coup planter le but, ce que n'a pas pu faire Mbolo. Et très intelligent aussi sur le but de Ben Seguir, où il s'efface pour laisser passer le ballon et du coup tromper un peu le gardien, quoi. Donc au final, voilà, son entrée, elle reste intéressante, quoi, même si dans le jeu, je l'ai pas vu tant que ça, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que c'est une bonne entrée. Maintenant, il n'y a pas non plus. Ça va pas révolutionner, c'est pas pour ça. Même malgré que Mbolo fait un mauvais match, voilà, on se dit pas prochain match, c'est lui qui doit être titulaire. Ouais, je suis d'accord. C'est pas révolutionner. C'est pas comme si. Je vois beaucoup d'enflammades sur lui. Calmos. Hein. Pas vu non plus Erling Haaland. Au niveau des... Alors, on aura également... j'ai également apprécié le match de Magassa, mais comme ça fera partie du débat, du coup, j'en parlerai un petit peu plus tard. On va passer au flop directement. On a déjà aussi évoqué le match de Majeski. Ça bourde forcément sur le premier but. Il n'y a pas grand-chose pour rectifier. J'ai mentionné aussi sur la situation le fait que peut-être la lecture de l'espace soit pas forcément très, très bonne dans certaines situations, et ce qui a causé notamment une situation où on se retrouve en difficulté parce qu'il me semble un peu loin justement par rapport à sa ligne de défense. Donc ça, c'est un point de travail. Voilà, match pas un bon match globalement pour lui, je trouve. Donc il a pris un gros taquet aussi avant le but. Je sais pas si ça... c'est avec Doué qui prend d'ailleurs un jaune sur cette situation. Donc est-ce que ça a impacté aussi sur le but ou pas ? Je pense pas. Je pense pas que c'est vraiment une position, quoi. C'est pas. Ouais, non, je pense pas non plus. Je pense pas qu'il est capable d'être assez rapide pour aller la chercher, quoi. Mais en tout cas, c'est vraiment des sacrés réflexes qu'il faut pour aller la prendre. Mais en tout cas, c'est sa position qui va pas. Ouais. Mais donc voilà, c'est pas non, fallait le mentionner aussi dans ce qui s'est passé pour lui. Mais bon, voilà, c'est un flop pour moi sur ce match. On en vient forcément aux 2 autres joueurs. Alors, on va commencer par peut-être par Brel Mbolo, parce que pareil, c'est le plus évident par rapport aux situations qu'il gâche. T'as ça déjà. T'as 2 grosses. Surtout une grosse occasion, parce que t'as le face-à-face, l'autre, bon, après, c'est peut-être un peu plus compliqué, surtout parce qu'il fait une frappe toute molle là, qui nous énerve. Mais c'est dans le jeu, quoi. Je crois que c'est le match. Je sais plus sur quel match où j'ai fait le débrief, et du coup, j'ai félicité de retrouver enfin Mbolo qui est devant, qui pèse sur la défense, qui fait du mal aux défenseurs et qui joue en point d'appui et tout.
Et là, tu le vois pas du tout faire ça sur ce match-là, quoi. Alors, est-ce que c'est l'enchaînement? Parce que là, il commence à enchaîner pas mal de matchs en tant que titulaire et que tu as la fatigue qui pèse sur lui. Peut-être, hein, mais là, dans le match, il pèse pas du tout, quoi. Non, c'est vrai. Il a vraiment beaucoup de mal à jouer même en appui, quoi, et à rendre beaucoup de ballons. Donc il aide dans la construction, forcément, parce qu'on avait le ballon, on le faisait tourner énormément. 14 ballons touchés. Hein. Ouais, en première période. En première période, ouais. Sur une seule période. Alors, ça reste toujours mieux que les 4 ballons d'Elian Ikena sur le match d'Angers, mais ça reste quand même assez insuffisant, on est d'accord. Et effectivement, c'est aussi un gros problème quelque part, parce que c'est un premier tournant dans le match. Hein. Encore une fois, derrière Strasbourg reprend du poil de la bête, alors que tu as une énorme occasion pour leur mettre un peu la tête dans le seau. Donc ça influe aussi de manière un peu négative sur le moral des joueurs, quoi. Donc, avoir un attaquant, de se dire de tu te décarcasses pour avoir des situations et que tu as un attaquant qui les fout pas au fond, bah. Je commence à penser de plus en plus qu'il n'est pas forcément idéal dans un système en 4-2-3-1. Peut-être dans le système du 3-4-2-1 que Uther utilisait avant, peut-être plus utile vraiment dans le système en pointe où on a beaucoup de jeux sur les ailes. Peut-être que là, il est peut-être plus utile, mais là, je trouve que c'est plus quand il est avec un autre attaquant, c'était déjà le cas l'année dernière avec Ben Yedder, quoi. Quand il y a un autre attaquant avec lui, il est plus utile. Il y a 2 ans, tu veux dire? Ouais. Non, mais sur la fin de saison. Il n'a pas beaucoup joué, quoi. Il a joué 3 matchs. Ouais, mais il marque. Oui, il marque un but, mais je veux dire, bon, mais oui, surtout il y a 2 ans, oui. Ouais. Et bah, le dernier flop, forcément, Caio Henrique. Donc on va pas forcément énormément détailler, parce que là pareil, c'est un match où finalement, alors on l'a vu lui-même beaucoup s'agacer de pas avoir de ballon alors qu'il faisait les appels ou qu'il était libéré sur le côté. Maintenant c'est vrai qu'il est absolument plus tranchant dans ce qu'il apporte offensivement. Au niveau des retours défensifs, pas grand chose. Parce que sur le but, on peut le dire. Hein, il n'est pas là. Bah, il n'est pas là, il revient. Alors, il trottine pas non plus, mais il revient pas comme un dératé non plus. Donc, Ben Seguir aussi se retrouve dans cette situation un petit peu seul parce que Caio ne fait pas un repli suffisant. Il faut très clairement aussi le dire. Et bon, bah, ça commence à être un problème parce que c'est vrai que l'an dernier. Il fait un début de saison canon, il se pète, il revient, il fait une passe D contre Nantes, je crois. Sur la dernière journée, on se dit ah putain s'il avait été là machin, donc on pense que bah et au final là il est depuis qu'il est il est titulaire hein, très clairement devant tout le monde depuis que si Jacobs est parti sur 12-13 matchs je sais joués, il a une passe D. Donc même niveau stats, il stat absolument pas. Donc alors qu'on espérait tous que il soit dans la lignée de ce qu'il faisait l'an dernier ou de ce qu'il avait pu, ce qu'il nous avait montré, ouais. Et là, c'est pas du tout le cas. Et en plus, bon, alors défensivement, on sait que ça n'a jamais été un grand défenseur, mais là, on dirait qu'il fait pas forcément les efforts. Donc c'est un gros problème. Je vais te laisser en parler un petit peu aussi, mais c'est vrai qu'on va aussi peut-être un peu garder quelques munitions parce que très clairement c'est un sujet de Club Mounegou qu'on a envie de mettre d'aborder pendant la prochaine trêve. Donc voilà, l'occasion de développer un peu plus sur ça aussi un peu plus tard. Non, sur ce match, d'une, tu le vois quasiment pas offensivement. Je veux dire, vraiment offensivement, c'est porter le ballon et créer le danger, faire des bons centres, quoi. C'est pas, tu le vois, oui, parce qu'il va être dans la gestion du ballon pour le faire transiter, quoi. Mais à aucun moment donné, il va faire un dribble ou un décalage qui a servi. Défensivement, il n'est pas là sur le but. Il se prend un carton jaune parce qu'il est en retard et qu'il essaye de rattraper le joueur bêtement. Donc je pense que ouais, il est puni pour ça après par Uther, quoi. Après, c'est pas non plus catastrophique son match. Ce qui est étonnant, c'est que... il faut forcément changer quelque chose. Il y a un centre au final. Un centre sur 45 minutes. Donc c'est clairement insuffisant. Mais après, le problème... Enfin, tu vois, moi, je regarde les... Enfin, tu t'as vu comme moi les notes de la presse. Au final, sur l'équipe Nice Matin, il prend 2, quoi. Ouais. Donc, c'est sévère, je trouve. Ça, moi, je l'ai plus pas vu que... Ouais, mais...
Mais enfin, pas vu, parce que justement, on parle aussi des replis défensifs où il a quand même du mal, il est en difficulté. Donc c'est pas vu, mais... Je trouve que c'est pas un choix parce que tu as besoin... C'est pas un choix offensif que fait Hutter là, c'est vraiment parce qu'il veut le sortir, parce qu'il veut faire entrer Mawissa, donc il fait vraiment rentrer clairement un profil défensif. Après, peut-être qu'il a trouvé qu'on se faisait attaquer plus de ce côté, même si moi j'ai plutôt l'impression que c'était du côté Mara qu'on se faisait attaquer, l'autre côté. Ouais, mais je trouve que Vanderson défend mieux quand même. Parce qu'il aurait pu très bien faire entrer aussi Diatta à ce poste-là pour être plus offensif, ou inverser avec Vanderson. Toi, il pouvait bricoler des choses. Enfin, le bricolage Diatta, c'est bon quoi. Ah, ça... Je veux dire, c'est bon, on a vu contre Nice, ça suffit quoi. Enfin, franchement. Contre Angers. Hein? Contre Angers. Ouais, non, mais c'est pour ça. Ce bricolage-là, moi, j'en veux plus, quoi. C'est pas personnel à Diatta, hein, évidemment, mais je veux dire, à un moment donné, sur un dépannage ponctuel, why not? Mais faire ça à chaque match, non, ça suffit, quoi. Enfin, on voit bien que ça fonctionne pas, quoi. Faire du dépannage quand t'as pas de solution, je veux bien, mais quand t'as la solution de Singo, qui a des meilleurs latérales de notre championnat, non, mais qui joue à ce poste normalement avec Mawissa qui est défenseur central, qui sur le banc, t'as des solutions quand même autres que faire jouer un ailier, c'est même pas un milieu, c'est un ailier le mec. Bah sur le banc, t'as Mawissa, t'as Ouattara pour jouer à gauche, là en l'occurrence si c'est à gauche, je veux dire bon, c'est bon quoi. Mais oui, non, je suis d'accord. J'avais pas pensé à Ouattara, toi, avant même de parler de Diatta, il y avait Ouattara à faire entrer. C'est le problème. Faudra peut-être ouvrir le dossier. C'est aussi un choix tactique de faire entrer Mawissa. Il faudra peut-être ouvrir le dossier Ouattara, je sais absolument pas pourquoi il est aussi loin, j'en sais rien. Il y a peut-être un truc, je sais pas, je vais pas lancer un truc comme ça, une fausse rumeur, hein, mais ça me paraît étonnant que d'un seul coup, du jour au lendemain presque, il soit aussi loin, 4e choix, quoi, c'est bizarre. Bon, bref. Donc le débat qu'on a envie de poser un petit peu après ce match, après même cette bonne semaine, c'est est-ce que Monaco a trouvé sa 3e option au milieu de terrain avec Sungutu Magassa. Donc on n'a pas mis dans la catégorie top flop. J'ai plutôt moi tendance à le mettre quand même dans les tops sur ce match. Je l'ai trouvé bon. Et c'est une performance qui s'inscrit un peu dans la lignée aussi de celle de Bologne quelques jours plus tôt. Donc il a fait une bonne semaine. C'est vrai qu'après Nice, on pouvait quand même légitimement s'inquiéter. Après Nice, après Le Havre aussi. On pouvait s'inquiéter. Et finalement, sur cette semaine-là, en tout cas, il a répondu présent. Donc la question, c'est est-ce que Monaco a sa troisième option au milieu, derrière Zakaria Kamara avec Magassa? Alors, je suis pas la meilleure personne pour répondre à cette question, étant donné que je n'ai pas vu son match à Lens, contre Lens. Moi non plus, son match c'est le seul que j'ai pas vu. et contre Bologne. Donc, les deux matchs où il joue où il est très bon, après, je les ai pas vus. Par contre, toutes les purges qu'il a fait entre-temps, je les ai vus. Et sur ce match-là, je le trouve assez neutre. Ok. Je l'ai pas vu plus que ça dans le match, mais au moins je trouve que pour une fois la paire avec Kamara a mieux fonctionné. Parce que d'habitude je trouvais que c'était assez problématique, que les deux profils avaient un peu du mal à matcher. Mais je pense que c'est surtout le fait que j'ai besoin d'avoir un joueur comme Zakaria sur le terrain, un joueur qui va apporter le ballon, qui va apporter du danger. Ça reste le numéro 1, on est d'accord. Qui est bon des deux côtés, quoi, offensivement et défensivement. Tu le vois de partout, en fait. Et du coup, Magassa est beaucoup plus en retrait. C'est pas du tout le même style de joueur, hein, de toute façon. Mais pour revenir à ta question, moi, je pense clairement qu'il faut qu'on recrute. On le voit sur les résultats qu'on fait quand Zakaria n'est pas là, c'est quand même pas très bon. Et on sent quand même qu'au milieu de terrain, on a ce manque. Alors, ce qu'il y a eu de nouveau cette semaine, si je dis pas de conneries, c'est que Monaco n'avait pas gagné sans Zakaria ou Kamara. Cette saison. Ouais, parce que la saison dernière, on gagne tous les matchs sans Zakaria. Oui. Mais du coup, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on pointe souvent peut-être... Si on n'avait pas la doublette, on gagnait pas. Ouais. Voilà, si on pointe du doigt l'absence de l'un ou de l'autre, enfin l'absence surtout de Zakaria en disant quand Zakaria est pas là, ça va pas. Mais en réalité, c'est que Monaco ne gagne pas. Alors, perdre, gagner, c'est deux choses différentes, mais quand Monaco n'a pas l'un des deux, Monaco ne gagne pas. Peu importe que ce soit l'un ou l'autre. Donc il faut vraiment cette doublette. Donc là, c'est quand même, cette semaine, on a inauguré quand même quelque chose de nouveau.
Moi, clairement, C'est tu bon. peux pas prétendre jouer vraiment sur des gros matchs. Avec la Ligue des Champions, on va avoir maintenant des matchs qui sont beaucoup plus compliqués. Je parle que de la poule encore pour l'instant, parce que c'est encore autre chose qu'on va jouer les barrages ou plus. Top 8. Et pour moi, tu as besoin, ne serait-ce que pour faire rentrer, pour faire avoir un nouveau souffle, pour renforcer ton milieu de terrain à la 80e, tu as besoin d'un joueur qui a d'un autre niveau que Magassa. Il peut continuer à progresser et tout. Sur ce match-là, je lui dis, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Hein. Voilà, il a fait le taf, clairement. Quoi. Moi, ce que j'ai bien aimé sur l'enchaînement des deux matchs pour lui, c'est qu'on l'a vu samedi, on l'a vu sur un autre registre que celui de Bologne. C'est-à-dire que Bologne, finalement, je trouvais que c'était un match où il avait été appliqué, sérieux, notamment dans le replacement, défensivement, à la récupération. Là, c'est vrai que sur cet aspect-là, récupération, il a juste récupéré un ballon. Alors ça, c'est insuffisant, c'est vrai. Il n'a pas gagné beaucoup de duels, 6 sur 14 au total. C'est pas assez non plus, je trouve. Mais par contre, c'est dans l'utilisation du ballon, là où justement contre Bologne, il avait été hyper prudent. Voilà, il avait pris aucun risque et joué sans fioriture. Et quelque part, comme je disais justement dans le débrief, c'était bien aussi de reprendre confiance, aussi avec un match appliqué et voilà, sans tenter des dingueries pour amuser la galerie. Là, au contraire, je trouve que justement, il a fait cet effort d'aller un peu plus chercher par des passes vers l'avant. Il y a 11 tentatives sur le dernier tiers, donc dans le camp adverse. Il en réussit 9, donc il y a quand même un taux de réussite assez important, mine de rien, et c'est en ça que j'ai trouvé cette autre palette de son match que j'ai bien aimé. Alors, idéalement, il faudrait que, comme Zakaria, il soit capable de faire les deux, du coup, dans un seul match. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il a montré à la fois être capable de faire l'un comme l'autre. Maintenant, c'est vrai que ce serait bien de le faire dans le même match, mais voilà, je trouve que du coup, c'est une performance qui, en tout cas, est intéressante parce qu'elle démontre autre chose par rapport à Bologne. Et c'est en ça que j'avais envie de me dire, voilà, peut-être finalement que c'est bien de voir ce joueur prendre de la confiance, prendre un peu plus de bagage, d'expérience. Je pense qu'il a clairement un profil qui est plus similaire à celui de Camara et que une doublette avec Zakaria, ça marchera. Parce que du coup, tu vas lui confier ce rôle de récupération, de travail plus défensif, et tu vas laisser Zakaria porter le ballon et faire le box-to-box. Alors c'est marrant parce que Hutter a dit c'est Zakaria qui le fait. Magassa, c'est celui qui lui fait le plus penser à Zakaria dans l'effectif. Ah bah après, je suis d'accord qu'il n'y a personne qui ressemble à Zakaria dans l'effectif. Donc après, clairement, entre Magassa et Camara, oui, je trouve que Magassa ressemble plus à Zakaria que Camara. Et je suis d'accord avec lui que c'est celui qui s'en rapproche le plus, mais il est loin quand même. Après, voilà, troisième option, je n'ai pas envie de dire que le débat peut être aussi petit peu biaisé. Pour moi, c'est une très bonne quatrième option. Parce qu'on a pour la rotation, pour faire souffler, quatrième option du coup en achetant la troisième au mercato d'hiver, c'est ça. Pour moi, il faut une troisième. Ouais. Je pense que je suis quand même globalement d'accord avec ça aujourd'hui. Après, maintenant, c'est vrai que sur la fin au moins jusqu'au mois de janvier et jusqu'au mercato, aujourd'hui, clairement, c'est celui qui se dégage le plus naturellement. Même c'est vrai qu'il y a une semaine, on disait pas ça, quoi. Après, d'un côté, tu veux faire quoi? Golovin, ça n'a pas l'air de fonctionner. Et encore, comme je l'ai dit, pour moi, ça fonctionnera que contre des grosses équipes. Parce que pour moi, dès que tu vas jouer des petites équipes, les milieux de terrain en face, c'est pas les mêmes genres. T'es pas contre des milieux de terrain qui sont techniques et qui jouent assez rapidement dans le petit espace et tout. Où là, Golovin peut faire des choses. Tu joues contre des mecs qui sont beaucoup plus sur le physique. Et ça va être plus compliqué pour Golovin de faire quelque chose. Non, mais clairement, c'est vrai que. Et l'autre solution, Matazo, tu sais pas, tu le vois Matazo, pas. Après, ouais, c'est Diop, Koulibaly qui n'ont absolument pas joué pour l'instant parce qu'ils sont blessés. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, s'il y a match entre Magassa avec les trois autres, je veux dire, on est quand même sur des jeunes joueurs relativement inexpérimentés qui sont. Alors, Matazo est un peu plus expérimenté. Il est dans l'équipe depuis un peu plus longtemps, mais il n'a pas l'air dans les papiers non plus. Mais
on est quand même sur des jeunes joueurs qui ont tout à prouver et qui, entre guillemets, au moment du début de saison, sans blessure, enfin, bon, Koulibaly c'est un peu particulier, mais au moment du début de saison, on va dire, ils sont à peu près au même niveau sur la ligne de départ, quoi. C'est ça que je veux dire, tu vois. Oui, parce que Magassa n'a pas plus d'expérience que ça, sauf voilà. qu'il l'a eu pas au bon poste. Donc aujourd'hui, bon, là, c'est un peu biaisé dans le sens où forcément, oui, t'en as deux qui sont blessés, t'en as un qui est rentré, il a eu 10 minutes à Bologne, c'est incroyable, Matazo, tu vois, tu te dis bon. Mais c'est vrai qu'après, l'autre option, ça pouvait être aussi Golovin, et bon, on a vu que ça donnait des matchs vraiment pas terribles pour lui à ce poste. Bon, en même temps, il n'y a pas eu non plus des matchs formidables de Golovin cette saison, hein. On rappelle, 0 but, 0 passe. Débat à voir ça. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui c'est clair que c'est l'option numéro 3, mais d'un côté c'est bien de voir que cette troisième option monte un petit peu en puissance, en tout cas sur cette semaine, a montré qu'elle était capable d'élever un peu son niveau. Maintenant c'est vrai que on est sur une adversité type milieu de tableau Ligue 1, je pense que si on met Bologne en Ligue 1, on serait autour de, je sais pas, de 6-12 quoi, tu vois, dans ces eaux-là on va dire. Je pense, en termes de niveau. Donc, voilà. Mais bon, du coup, on va voir aussi sa progression, si elle continue. Alors là, il y a la trêve, donc peut-être qu'il jouera un peu moins. Mais voilà, c'est ça c'est aussi difficile, c'est-à-dire que c'est des jeunes joueurs qui ont besoin de jouer. Et forcément, quand ils ne peuvent pas trop jouer, c'est difficile de trouver de la régularité. Donc là, enchaîner 2 matchs, finalement, pour lui, ça lui a peut-être aussi... ça l'aidera peut-être aussi, justement, à progresser plus vite. On verra bien. En tout cas, mais c'est vrai qu'effectivement, je suis d'accord avec toi. Il faut quand même une troisième solution, une autre solution au mercato d'hiver. Si tu veux viser quelque chose en Ligue des Champions ou même jouer le titre, t'es obligé quand même. C'est indispensable. Après, est-ce que le titre, du coup, c'est vraiment l'objectif ? J'en suis moins sûr. En tout cas, bon. Ah non, de toute façon, on sait très bien que l'objectif, c'est qualification en Ligue des Champions. Direct, top 3. Mais c'est vrai que pas le titre. Après le truc c'est est-ce que si tu recrutes, c'est est-ce que tu t'octroies le droit de rêver, quoi. Est-ce que tu t'autorises à aller plus loin Ça tout dépendra d'où on en est sur je sais pas si c'est, tu vois, ça pourrait faire un peu comment dire, tu sais, quand tu fais un petit craquage pour acheter un truc, un vêtement qui te plaît à 500 boules alors que t'en as pas du tout besoin, mais tu te dis mais il est trop beau, allez, je me fais un petit plaisir, tu vois, un petit kiff. Tu vois, je suis pas sûr que on se dise pas trop le délire de la maison. Voilà, c'est pour ça. Donc est-ce qu'on serait en mode allez, est-ce qu'on se fait un petit délire pour se dire on joue le titre à la fin de la saison? Puis après, il faut pas rêver à cette période-là. Je sais pas si c'est raisonnable, rationnel. T'as pas grand monde sur le marché, quoi. Les seuls que tu vas avoir, c'est des joueurs qui sont clairement en manque de temps de jeu. Il y aura peut-être Pogba. Et qui sont pas en forme. Non, il est toujours interdit. Voilà. Il reprendra quoi en février, un truc comme ça, mars? C'est fini, cette suspension? Non, ça avait été réduit, du coup. Ah, d'accord. Je crois qu'il reprenait. Il pourra reprendre en 2025, je crois. D'accord. Février ou mars, je sais plus exactement. Enfin bon. Enfin voilà. Donc on va espérer qu'en tout cas Magassa continue sa progression. C'est dans l'intérêt de l'équipe, évidemment. On termine avec les pronos Strasbourg. Du coup, on avait pour Magassa buteur. Voilà, c'était la grosse cote de Flo. Non. Cote à 9. Cote à 9, voilà. On avait Rome Golovin buteur. Voilà. Ça, il fallait l'avoir dire quand même. Il fallait l'avoir dire, pas dans le groupe. Et heureusement que quand même je suis là pour sauver l'honneur. Prono, pas de Zakaria dans le groupe. Voilà. Ça a été confirmé. J'ai eu peur pour mon prono quand même, je tiens à le dire, parce que quand même, quand il y a un mec qui se pointe à la turbie qui dit ouais, j'ai vu Zakaria, il m'a dit que c'était bon pour samedi, je me suis dit merde, mon prono qui va tomber à l'eau. Zakaria qui fait le premier entraînement vendredi avant la conf, on verra comment ça va se passer et on prendra une décision à la fin. Finalement, lui ne vient pas, mais Salissou reprend. Donc c'était pas loin, mais prono validé. Voilà. Heureusement que je suis là. Hein. Faudrait que je fasse le total parce que je pense que je dois niquer tout le monde en termes de pronos. Qui s'emballe, tu sais.
Alors ensuite, prono de Brest. Donc Brest, prochain match, donc ce sera de retour après la trêve. Donc le match sera vendredi soir, le 22, parce que Brest joue le mardi en Ligue des Champions. Donc obligé de passer le match le vendredi soir. Pas terrible pour nous par contre, puisque retour de trêve, donc forcément beaucoup d'internationaux, une préparation de cette rencontre un peu tronquée avec des joueurs qui vont revenir tard. Vanderson du Brésil, Minamino d'Asie, voilà. Donc c'est pas forcément idéal pour nous, mais c'est comme ça. Match à 19h, voilà, attention à l'horaire. Donc les pronos, Pat, ton prono pour Brest. Je vais voler le prono de Rome, du coup. J'avais pas souvenir qu'il avait mis celui-là, quand on en a parlé tout à l'heure. Mais du coup, je vais dire que Golovin va être décisif. Donc soit un but, soit une passe décisive de sa part sur ce match-là, qui va enfin ouvrir son compteur, parce que c'est quasiment l'un des seuls joueurs de l'effectif qui n'a pas mis un but ou une passe. Ouais, notez d'ailleurs que Ben Seguir est à 4 buts et 2 passes D. Et en miroir, on a Akliouche qui est à 2 buts et 4 passes D. Voilà. Donc, tu es en train de vérifier, c'est ça? Ouais, Mbolo aussi est pareil. Mbolo aussi, tout à fait. 2 buts et 4 passes. Ouais. Voilà, ce sont les 3 joueurs. J'avais souvenir qu'ils étaient 3 à 6 actions décisives. Mais... Tout à fait. Mais après, je trouvais que le parallèle avec Akliouche, enfin le miroir avec Akliouche était plus parlant, parce que forcément, les 2 petits jeunes... voilà. Et de petites pépites de l'effectif. Et pendant qu'on est dans les stats, on l'a pas mentionné tout à l'heure, mais c'était le premier penalty de la saison pour Monaco en Ligue 1. Et on a été le seul club qui n'avait toujours pas eu de penalty en 10 journées. On l'a eu à la 11e, quoi. Et que Camara a aussi encore repris un carton jaune, quoi. Donc, ça commence à faire beaucoup. C'est vrai, sachant qu'il y a quand même peu de cartons jaunes qui sont discutables, on va dire. Ouais. Genre la plupart, quand il les prend, oui, d'accord, là, t'as fait une faute, tu prends un jaune, quoi. C'est pas parce qu'il râle comme ça pouvait être le cas pour Golovin ou Zakaria, ou des cartons parce que l'arbitre fait un peu de zèle, quoi. C'est vraiment, il fait des fautes, quoi, et il en fait un peu beaucoup, quand même. Ouais, et on rappelle qu'il sera suspendu justement contre Brest, donc donc ça sera l'occasion de revoir Magassa, du coup, puisque voilà. Ou Golovin. On sait pas. Avec 8 heures, c'est un peu les surprises des fois quand même. Ouais, je pense pas. Je pense qu'il voudra peut-être poursuivre sur la lancée avec Magassa. Enfin, ça serait une certaine logique, hein, forcément, de continuer comme ça. Après, surtout que Magassa va aller en espoir pendant la trêve. Donc, c'est moralement aussi pour lui... entrer en sélection, c'est aussi valorisant, donc ça pourra lui faire du bien, lui donner un peu de baume au cœur aussi, hein, mine de rien. Donc c'est des choses qui sont aussi qui sont bonnes à prendre forcément. Quant à moi, mon prono risqué, je vois Folarin Balogun dans le groupe et jouer. Alors, pas comme titulaire, mais je pense qu'il sera dans le groupe, il sera remplaçant, et je pense qu'il jouera quelques minutes. Voilà. Je le sens bien. C'est bizarre de dire ça maintenant, quoi, mais il faut espérer parce qu'on a besoin de lui. On a besoin de lui, et puis surtout, c'est bizarre. On n'aurait pas dit ça il y a quelques temps. Et puis dire ça maintenant, le 11 novembre, alors qu'on s'attendait à 2 mois pleins d'absence, puisqu'il se blesse début octobre, si je dis pas de bêtises, juste avant la trêve. Et que là on annonce 2 mois d'absence 15 jours après la blessure, donc après le retour de la trêve, donc ça veut dire que potentiellement il revenait mi-décembre, on va dire. Donc ça veut dire que s'il est capable de revenir fin novembre, c'est quand même c'est en avance par rapport aux prévisions, donc c'est une très bonne nouvelle. Et puis même pour lui, la possibilité potentiellement de jouer contre Arsenal. Je pense que c'est un rendez-vous qu'il avait dû cocher aussi sur son agenda en début de saison, au moment du tirage, son ancien club. Donc s'il est capable d'être là pour ce rendez-vous, voilà, c'est cool aussi pour l'histoire, quoi. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce débrief. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, on vous proposera un petit club Mounégou, hein, pendant la trêve pour s'occuper. Donc petit dossier, on va ouvrir le dossier Caio Henrique, hein, très clairement, parce que il faut et puis on aura aussi d'autres sujets à vous proposer. Merci Pat
pour cette émission, pour avoir veillé aussi tard. On termine d'enregistrer pour vous dire tous les secrets. Il est 1h du matin. Je suis prêt à me faire défoncer pour finir aussi tard. Bon, en tout cas, merci Pat et merci à tous de nous avoir suivis. On vous dit donc à bientôt pour un Club Mounegou. Allez, Dagé Mounegou et ciao ciao. Et bisous.